Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fredounet Lambertini. Très heureux de vous parler un peu. Écoutez, je suis tellement enthousiaste ces temps-ci, c'est limite bizarre. Des fois, j'ai un ton un peu pessimiste par rapport à l'avenir du cinéma. En l'espace de 5 jours, je suis allé 2 fois au cinéma et j'ai eu le droit à 2 salles pleines. Je suis allé voir Coco Ferme avec mes enfants et je suis allé voir le nouveau John Wick. Vous me direz, bon, c'est des films à succès, il ne faut pas s'emporter, mais en même temps, il y avait quelque chose un peu d'euphorique dans une salle remplie, plein à craquer, mais avec les gens qui hurlent de rire, les gens qui applaudissent à des blagues, et même les gens qui applaudissent au générique à la fin, chose que j'ai toujours trouvé un peu niaiseuse, mais qu'en même temps, j'ai trouvé réjouissante parce que ça montrait cette joie d'être en groupe dans un cinéma et à apprécier un film, pas de masque, comme dans le temps, comme on dirait. Bref, ça me remplit de joie. Et j'espère que vous allez prendre un peu de temps pour aller au cinéma les prochains temps. Il y a des belles sorties qui s'annoncent. Et parlant de cinéma, bien, j'ai un invité de grande qualité, un artisan, un réalisateur et un scénariste, M. Stéphane Lapointe. Dès l'âge de 16 ans, le réalisateur et scénariste Stéphane Lapointe se fait les dents comme auteur dans le légendaire magazine Gros, puis prête sa plume à plusieurs humoristes. C'est depuis la course Destination Monde 95-96 que Stéphane roule sa bosse comme réalisateur. On le retrouve d'abord sur les plateaux de Bon baiser d'Amérique, Sans Limites et Infoman. En 2003, il passe aux lignes majeures et réalise les 2 saisons de la populaire série Hommes en quarantaine. En 2006, c'est la consécration. Tandis que son premier film, La vie secrète des gens heureux, qu'il a aussi scénarisé, remporte le prix du meilleur premier film canadien au Gala des prix Génie, on lui confie ensuite la réalisation du Bye Bye de RBO 2006 et de la série Tout sur moi qui durera 5 saisons. Après coup, il enchaîne son deuxième film, Les Maîtres du suspense, la série La théorie du chaos et puis la comédie dramatique Lâcher prise. En 2018, également, il a imaginé la série La Malédiction de Jonathan Plourde, réalisée par Martin Cadotte pour Super Écran, sur laquelle il a été concepteur et auteur principal. Se sont succédés ensuite 4 saisons de la série policière tordue Faits divers, l'anthologie d'horreur Patrick Sénécal présente, ainsi que la populaire série thriller psychologique Une affaire criminelle, toutes acclamées par la critique. La série Avant le crash, réalisée également par Stéphane, est actuellement diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Son premier film d'animation, Freaktown, est en préparation. Voici ma conversation avec Stéphane Lapointe. Jaser avec du monde intéressant. Ah! Voyons donc. Comment ne pas avoir de jus? Comment ne pas avoir de jus? Surtout... Bon, on s'est même pas vu. On s'est pas vu. On n'a pas parlé beaucoup depuis... Depuis qu'on est devenu père. Depuis qu'on est devenu père, surtout. Non, le pire est que je me souviens encore une fois, dans les dernières fois qu'on s'est vus, moi, je prenais une marche avec une de mes filles. T'étais venu, on se promenait au Parc La Fontaine, puis là, tu m'annonçais que t'allais devenir père. Ah! Et là, on s'est perdu de vue. C'est normal. Si tu as envie des écouteurs, tu peux les mettre. Si tu n'as pas envie, c'est bien correct. D'accord. C'est bien à l'aise. Puis, écoute, c'est avant qu'on débute ça, tout d'abord, félicitations pour Avant le crash. Merci. C'est cool. Ça se passe bien. Bien heureux de ce cadeau du ciel. Ben, au-delà de la bonne réponse, je veux dire, c'est... Ben oui, c'est ça. Tu sais que tu as quelque chose qui te dit que tu es sur la bonne voie, tu fais la bonne chose. C'est tellement trippant. Puis même créativement parlant, ça doit être cool, tu sais. Ben, c'était extraordinaire. Est-ce qu'on a commencé? Oh oui, c'est pas long. Oh mon Dieu, ben oui. Ben oui. Non, ben c'est le fun, parce que j'ai fait beaucoup de comédie dans ma vie.
Ouais. Puis depuis que j'ai bifurqué et puis qu'on m'a offert quelque chose de plus dramatique, ben je découvre vraiment plusieurs volets intéressants à la réalisation. Avec du drame, tu peux faire, c'est de la photographie, c'est la musique, c'est des mises en scène différentes, c'est... La comédie te force à un style, à une façon de filmer. Faut voir les yeux, que ce soit bien éclairé. Mais avec le drame, on peut flyer beaucoup plus. Fait que je prends vraiment mon pied dans ce style de réalisation-là. Depuis Fait divers, depuis Une affaire criminelle. Ben, c'est ça, j'allais dire. Avec Fait divers, quand même, t'en avais... Oui. C'est quand même dramatique dans ce point de vue-là. T'avais déjà fait un court-métrage. J'ai déjà fait un court-métrage. Un court-métrage, je m'en souviens encore, qui était dramatique. Oui. Mon truc en anglais ou non? Oui, ton truc en anglais. No Wave, c'est ça. Exactement. Un petit Twilight Zone un peu inquiétant. Mais c'est ça, c'est que dans tous ces trucs-là qui sont... est-ce qu'on va dire épouvante, un peu? Épouvante, j'aime pas le mot, mais non, mais c'est ça, mais c'est pas vraiment... C'est quoi le mot de bord? C'est quoi le mot? Un bon mot. J'aime bien... Un bon mot pour Fait divers, un bon mot pour ce style-là, c'est quoi? J'aime bien les petits cauchemars réveillés. OK, petits cauchemars réveillés. Fait divers n'est pas vraiment ça. C'est des histoires un peu... Des petits drames tordus avec un sourire en coin. Je sais pas. Alors, écrivez-nous si vous avez une bonne définition. Mais avant de parler... Moi, j'étais bien content quand tu m'as envoyé ta bio parce que je connaissais 95% des choses qui étaient indiquées. Il y avait 2 trucs que je n'étais pas au courant. Donc ça, on va commencer avec ça, ça ne dérange pas. Vas-y. Premièrement, on va parler avec la chose qui est la plus récente. Moi, je lis ça. Je lis, son premier film d'animation, Freaktown, est en préparation. Tu es en train de faire un film d'animation. Je suis en train de faire un film d'animation. C'est encore au niveau du scénario. OK. À l'étape du scénario. Mais ça va très bien. On a poussé ça. J'ai développé ça avec Caramel Film, qui ont déjà l'expérience de Ballerina, puis Fireheart. OK. Et là, ça a été le développement se poursuit en Europe. OK. Ils vont... Puis je fais partie encore de l'aventure. On va pousser le scénario encore plus loin. Wow. Et ils vont faire les dessins, puis tout. En tout cas, ça... Est-ce que c'est un truc qui est dédié pour les enfants? C'est Pixar style. OK, c'est ça. OK. Ben, c'est une sorcière qui lance un sort à des enfants dans un village, mettons. Si je résume. Non, parce que je me disais, tu sais, aujourd'hui, film d'animation, ça peut être assez large, dans le sens que maintenant, on peut faire des films d'animation pour adultes aussi. Je me suis dit peut-être que c'était non, un nouveau quelque chose de family. Family, funny, mais avec ben du cœur. Puis, c'est la première fois que tu fais un truc comme ça? C'est la première fois. Oui, c'est quelque chose. Ben avec mon petit gars, ça me motivait aussi. C'est ça, là, j'allais dire. J'ai un petit garçon de 5 ans, alors il va... Ben ouais. Quand le film va être prêt, ça va... Quand il va avoir 14 ans, c'est vraiment long faire des films d'animation. En tout cas, quand dans quelques années, j'ai très hâte d'aller là avec lui à la première du film. Ça me motive beaucoup. Est-ce que ce scénario, c'est une espèce d'histoire justement imaginaire que tu racontes une fois de temps en temps à ton fiston Non, il est encore trop petit pour que je fasse peur avec ça. C'est quand même un peu Goonies, un peu scary, un petit côté scary quand même. OK. Fait que, il y a 5... OK. Tu n'inities pas encore à la peur. Non, il est vraiment fasciné par les zombies, les sorcières. Mais je veux pas pousser ça trop loin, là, mais ça reste encore... Il aime bien jouer les morts vivants et les... OK. Pour lui, c'est l'Halloween 363 jours par année, à part à sa fête et à Noël. C'est ça. Genre, mais il tripe vraiment Halloween. Tu l'avais-tu au cinéma? Il a encore peur d'aller au cinéma. On dirait il veut pas aller dans une salle noire avec du monde. Parce que ma fille de 5 ans, tu sais, j'en ai 2, 8 et 5, celle de 5 ans, là, raffole du cinéma. C'est même... écoute, c'est maintenant tellement une tradition, on amène des petits snacks, on a toute notre petite affaire, puis c'est comme après, évidemment, comme tu le sais, comme les cinémas, les gros cinémas, il y a les petites arcades après. Écoute, pour les enfants, le cinéma, c'est un terrain de jeu. Mais en plus, les salles, tu sais, je veux dire, il y a pas tant de monde encore. On est dans une drôle de période, tu sais, là, avec le cinéma, c'est pas super facile, mais c'est tellement le fun de donner ça à tes enfants, là, ce truc-là. Mais c'est vrai que ça peut être un peu... épeurant au tout début. Non, il y a encore des situations où il y a peur d'entrer, où on va l'amener au karaté, puis il y a peur il y a d'autres enfants. En tout cas, il est pas à l'aise. L'inconnu. On est encore beaucoup son univers, là. Moi et sa maman. Fait que, non, ça va ouvrir. Il va commencer à maternelle en septembre. Ça va un peu ouvrir
Ouais, c'est ça. La maternelle va être Mais moi, c'est super ça. étape. C'est pour ça. C'est parce que moi, elle a 5 ans, mais elle fait déjà ça. Elle est en maternelle. C'est C'est ça. ça, c'est à cause de sa date de fête. D'accord. OK, ouais. Donc, Freak Town, que tu travailles là-dessus, on n'en dira pas plus que ça. Ben, écoute. Puis moi, l'affaire qui m'a surpris, et là, j'en revenais pas, qu'à 16 ans, t'écrivais pour le magazine Crow. Ah ouais, tu savais pas ça, toi? Je l'ai jamais su. On n'a jamais jasé de ça. Moi, tu sais, je savais les sujets que j'ai. Pour moi, ton début, et étrangement, tu sais, je te connaissais de la course, tu sais. Ouais. Mais moi, c'était ça le début. Point final. Mais je savais pas que si jeune que ça, c'est... Qu'il y avait un prequel. Veux-tu savoir le prequel? Ben moi, je veux savoir comment ça... Oui, comment on se retrouve à 16 ans à écrire pour un légendaire magazine. Ben voilà, j'étais un petit dont garçon j'étais abonné en passant. Ah oui? Bon, ouais. voilà, tu as dû me lire, puis tu savais pas. Ben ouais. Ben écoute, j'étais un petit gars de Québec qui avait beaucoup... qui utilisait beaucoup l'humour pour se faire apprécier, qui avait pas beaucoup confiance en lui, mais en son humour et en ses textes, mettons que ça... Je sais pas, je sentais que il y avait quelque chose que j'aimais là, puis dans mes cours, après, quand on finissait les... même pendant que le prof parlait, j'écrivais mes textes comiques et tout. Puis à 15 ans, j'ai eu une pile de textes assez considérable. Fait que j'ai pris l'autobus voyageur, puis j'étais allé voir Pierre Huet à Croc, sur Monkland. Puis j'ai eu un rendez-vous avec lui un mardi à 1h30, je sais pas trop. Puis là, j'ai emmené ça. On parle un peu. Je pense qu'il a trouvé ça bien sympathique. Puis quand il a fait une section Québec dans le Croc, quelques mois plus tard, il y avait il y a eu une section Québec dans le Croc. Ouais. Et il a invité quelques créateurs de Québec. Et il m'a invité à faire partie de la gang. Fait que je participais à des brainstorms à 16 ans. Et ça a pris deux, trois numéros et j'ai commencé à écrire dans le numéro régulier du magazine. Ça a été un peu magique, une bonne étoile. Pierre Huet m'a apporté beaucoup. Il m'a donné la bonne tape dans le dos, en tout cas la confiance en moi pour continuer. Puis t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça quelques années. Mais voyons. Et ben oui, toi, tout ce que tu connaissais pas de moi. Non, mais après ça, il y a eu Safari aussi à Québec qui a commencé, puis on m'a approché pour ça. Alors, j'ai écrit dans les deux magazines pendant quelques mois, parce que Croc, ça allait fatiguer un peu l'existence de Safari. Moi, mais c'est des compétiteurs, là, c'était vraiment... J'étais de Québec, puis j'allais au brainstorm chaque semaine, puis j'écrivais à peu près 10-12 pages par mois dans Safari. Puis j'avais une demi-page, une page en Croc. Mais c'est quoi que t'écrivais? T'écrivais, mettons, des scénarios de BD qui redessinaient? Dans Safari, oui. Dans Croc, j'ai fait, entre autres, la chronologie. T'en souviens-tu? Ah oui! Il y avait une joke par jour, là, comme des éphémérides imaginaires. Puis tu faisais ça? Je faisais ça. J'ai fait ça 3 ans. Ben voyons. Puis voilà. Mais là, la première fois que t'as été publié, tu devais... Écoute, j'imagine t'es adolescent, t'as 16 ans. La première fois que tu te tiens le magazine puis tu te vois dedans. Ah non, ben c'est un magazine que je lisais, que j'admirais, puis faire partie de ça. En tout cas, c'est un gros boost de confiance. Puis, t'as dit que t'as fait ça plusieurs années, ça veut dire que t'as eu le temps de finir ton secondaire. Puis après, est-ce que t'es allé étudier en cinéma parallèlement? J'allais au cégep en sciences humaines sans maths. Puis après ça, j'étais à l'université, j'ai fait création littéraire avec quelques cours en cinéma. OK. Mais en parallèle, j'écrivais pour La Jungle en folie à la radio. Oh mon Dieu. Fait que 3 jours semaine, je m'en allais là tous les matins. Ben, trois matins par semaine pour écrire des sketchs, brainstormer sur l'actualité. Puis on trouvait des idées de sketch. Puis j'en écrivais un des deux. Puis après ça, on enregistrait l'après-midi pour le lendemain matin. Fait que c'était une école Ça, c'est une école d'écriture incroyable. Puncher, réagir vite, avoir des idées rapidement sur plein de sujets. Mais puis ça devait nourrir inévitablement un peu ton écriture justement pour les magazines. Ça devait aider. Je baignais complètement là-dedans. C'est sûr. Oui. Mais là, le cinéma était pas encore là dans la tête Le cinéma était là, c'est comme un rêve impossible, un peu, mais en même temps... C'est tout le temps ce que j'aurais souhaité. Je tripais cinéma. Mais on dirait que c'était comme inaccessible un peu. Mais c'était lointain. T'en rêves, mais c'est pas encore... Ouais. Mais est-ce que t'as-tu déjà fait du stand-up?
J'ai des petites tentatives, deux, trois, mais je suis pas très à l'aise devant les gens. Je suis un grand timide, puis je suis pas très à l'aise là-dedans. Puis il y a des gens qui sont tellement plus performants que moi. Il y en a des très doués, ça c'est certain. Là, fait que j'ai préféré écrire. C'est ça, j'ai travaillé au début pour Pierre Verville, Claudine Mercier. Ouais. J'écrivais pour Samedi PM. Je sais pas s'il y en a des sketchs avec Pauline Martin, puis l'après, Samedi Dré. Et Club des 100 watts, Sans limite. J'écrivais... Mais attends, mais Club des 100 watts sans limite, mais t'avais quel âge? J'avais 18 ans. J'étais presque 100 watts moi-même. Puis il n'y avait pas d'école nationale de l'humour encore. Non. Non. J'avais ma petite dactylo. Ça, c'était on l'a ou on l'a pas. Ah, t'es sérieux? On écrivait à dactylo, on envoyait ça par fax de Québec à François Camiran, puis à José Fortier, puis... wow! Les choses sont enchaînées. Mais à un moment donné, j'ai eu un peu une écœurite de l'humour. J'avais l'impression qu'il y avait une clash entre... Tu sais, j'étais beaucoup le petit comique, le funny guy. Puis... mais j'avais l'impression que ça me ressemblait pas vraiment. Tu sais, on dirait que en façade, j'étais ça, mais qu'il y avait une dichotomie entre ce que j'étais vraiment, puis la course a été vraiment ça. C'est ça, c'était l'appel, le truc qui pour montrer que j'étais pas juste un petit clown, puis que j'avais d'autres choses à livrer, puis fait que je commençais à être un peu inconfortable avec l'humour méchant, puis je trouvais que c'était vide un peu, puis j'avais envie de créer des personnages, puis des histoires. La comédie dramatique, je trouve que la vie est une comédie dramatique. C'est ce qui me plaisait le plus. C'est pas la tyrannie du rire puis de rire à chaque ligne, mais d'avoir des beaux humains intéressants à suivre, une situation crunchy. Rire, même peut-être ému, ça me plaisait. Puis donc, la course est arrivée, t'as fait ça 95 à 96, là... Et là, t'as fait le tour du monde, t'as fait plein de films, finalement, t'as mis la main là-dedans, puis t'as compris un peu mieux le médium. Quand t'es revenu de ça, c'est à ce moment-là que ton nom de réalisateur a commencé à circuler? Ou c'était pas fait, là? C'était pas fait, non. Mais j'ai déménagé à Montréal en revenant de la course. OK. 25 ans. Puis là, j'ai commencé à développer des projets de fiction. Okay. Un premier court-métrage que j'ai écrit qui s'appelle Foie de canard et cœur de femme. OK. Qui n'a pas vu le jour. Et qui a vu le jour. Qui a vu le jour. Attends, ça, je l'ai pas vu, ça. Mon Dieu, une troisième affaire qui t'a échappé. Parce que moi, ton premier film, pour moi, c'était La vie secrète. Non, mais un court-métrage. Ah, un court-métrage, pardon. OK. Excuse-moi. Pour un instant, je pensais... Non, j'ai fait un court-métrage, puis ça s'est bien passé. Ça a été nominé aux Genie Awards. OK. Ce petit court-métrage-là. Encore une autre tape dans le dos. Mais moi, j'ai des gros bleus. C'est ça, ça fait mal. Non, c'est ça. J'étais nominé contre... cette année-là, il y avait David Cronenberg qui avait fait un court-métrage pour un musée. Je sais pas. J'étais là. Puis il y avait Guy Madden. Puis il y avait moi, par rapport. J'étais tellement nerveux, là. J'avais ma belle petite chemise, puis en dessous, je m'étais fait un t-shirt avec la face de David Cronenberg dessus. Puis si je gagnais, là, j'avais pas grand-chose, mais il fallait que je me prépare un gag parce que pour me protéger. Ben ouais. Fait que là, je voulais arriver sur la scène, puis avec mon t-shirt, puis en disant je suis venu ici pour encourager un copain. Je m'attendais pas à ça. Mais finalement, c'est Guy Madden qui a gagné cette année-là. Mais, quand j'étais à Toronto pour le gala, j'ai reçu un coup de fil out of the blue, surréaliste. On m'appelle pour me proposer. On voulait me rencontrer pour une série qui s'appelle Homme en quarantaine. OK. À ce moment-là. J'étais là-bas, c'était comme magique. On m'appelle. Est-ce que tu serais disponible? On aimerait ça te rencontrer pour te parler d'une série. Puis j'avais fait seulement un court-métrage, la course, mais un court-métrage de fiction. Et le court-métrage se passe dans un restaurant, une scène. Et là, on allait me proposer un méchant contrat, une montagne, une affaire que... Ben voyons donc. C'est comme... Je ne sais pas trop encore pourquoi ça arrive. Un ange. Mais est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était le fait que les producteurs, tout ça, t'avaient vu ton travail à la course, puis ce court-métrage-là? Ou c'était où le mot s'était passé? Mon nom circulait un peu en humour, puis avec la course. Puis je sais pas, ils ont cru en moi. Moi, j'avais confiance en que je pouvais le faire.
j'étais nerveux et je me sentais un peu imposteur ou tu sais, je me sentais pas super bien. C'est les débuts, là. Puis au début, tu t'over-prépares, tu découpes chaque plan, tu fais des dessins de tout. Et puis, mais finalement, c'est ça s'est bien passé. Home en quarantaine, ça a été un beau succès. Un beau succès. Puis tu as fait beaucoup de télé aussi, tu as travaillé sur les plateaux de télévision. Comme réalisateur. Comme réalisateur, c'est ça. Puis ça, c'était en parallèle à tout ça. Tu avais la série de fiction, tu as fait un peu de télévision. Moi, en venant de la course, je me suis promené un petit peu. Tu t'es promené ici. Mon baiser d'Amérique. C'est ça, exactement. J'ai fait la tournée des festivals pour Flash. Ah mon Dieu. Savais-tu ça? Ouais, non. J'avais un motorisé Flash un été. Un gros motorisé, là. Avec des grosses LED de flash jaune fluo. Mais je me rappelle de ce boss-là là, qui se promenait. Là. Ben, c'est ça. Moi, je partais dans les festivals de la gourgane, de la patate, de la crevette à Matane. Fait que j'ai tout fait ces festivals-là avec ma petite caméra, façon course. Puis j'allais faire mes petits topos comico informatifs. Tabarnouche. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça un été. C'était quand même du stock. Puis voilà. Puis parlons donc de 2006 avec le film La vie secrète des gens heureux. On se connaissait pas encore. Puis moi, j'étais allé le voir au cinéma, vraiment tout bonnement comme une bonne personne qui regarde les bandes annonces, qui fait je vais aller voir c'est quoi qui se passe avec ce film-là. Puis c'est drôle que tu parles de tout ce passé comique, parce que La vie secrète des gens heureux, c'est quand même assez dramatique. C'est quand même dark. C'est dark. Puis je l'ai revu après, mais mon Dieu que c'est élevé. J'ai de la misère à le regarder. C'est un peu... t'as de la misère à le regarder? Ah oui. Je trouve ça vraiment dark. Est-ce que c'est parce que tu vois tes tu sais, moi, il y a bien des disques que je suis pas capable d'écouter, bien que parce que j'entends des défauts, là. Tu sais, je fais, non, on se répète mieux ça. Non. Puis là, tu sais, des fois, c'est difficile de s'attacher à son passé. Non, mais c'est dur de regarder ces trucs. Tu sais, on voit nos ficelles, on voit nos manières, nos gadgets, Mais ça, il y a quelque chose je sais pas, où j'étais dans ma vie à ce moment-là, mais c'est quand même un peu, c'est un peu dark. C'était un peu dark. Ouais. C'était un peu, boy. Puis avec le titre, tu sais, qui a pas l'air trop méchant. Ça a l'air que, tu sais, tu fais, ok, ça va être joli, puis là, non, il y avait un petit côté American Beauty. Ouais, qui était là, ouais. Puis, mais non, c'est ça. J'aimais les situations tordues, crunchy. Je sais pas si j'avais l'étoffe pour aller écrire tu sais, j'avais des bonnes idées de twist, mais c'est ça. Après ça, écrire toutes ces émotions-là de façon intelligente. Mais les acteurs étaient super bien dirigés. Je me souviens que c'était bien passé. Oui. Après, tu as eu même du bye-bye. Tu as fait Tout sur moi, le fameux Tout sur moi qui a été épique, qui est encore aujourd'hui une superbe série à regarder. Je suis retombé là-dessus. Des fois, je retombe. Puis c'est drôle, là. C'est vraiment. Là, j'avais un recul de 10 ans, genre, puis my God, c'est bien drôle. Non. Ça a braillé. Le style, la caméra confidence, ça j'aimais ça, là. Les trois qui parlent, puis qui nous lancent des pistes, tout ça, c'était cool. Mais ça, c'était tout lancé avec Stéphane Bourguignon. Bourguignon, oui. Et toi, quand même, t'as-tu mis la main à l'écriture? Non, pas du tout à l'écriture. Non, on m'a approché après Homme en quarantaine. J'ai rencontré José Vallée puis Stéphane Bourguignon à la Croissanterie. Sur Fermont. Tu sais, le petit banc dans le fond. C'est ça. Et on m'a parlé de ça, puis mon Dieu, c'était un cadeau, là. Stéphane Bourguignon, je tripais évidemment sur La vie, puis ses livres aussi, hein, des super bons livres. Moi, ses livres, ben oui. Nous, ça avait été un livre imposé. La valeur, écoute, c'était un livre imposé au secondaire pour moi, quand même. Ouais. C'était quand même, puis c'était un peu avant ou je pense que c'était un petit peu après, La vie. Mais c'est ça, c'était un auteur assez important. Puis Tout sur moi, ça aussi, ça a fait bouger pas mal les choses pour toi. Oui, ça a été une étape importante. Après ça, on m'a envoyé beaucoup, toutes les comédies en ville, on me les proposait. Mais j'avais hâte aussi de toucher à quelque chose qui avait... Rire pour rire, ça m'ennuie un petit peu. J'aime ça quand il y a de la matière en dessous, que ça fait mal un petit peu. Mais est-ce que tu es un consommateur de rire? Est-ce que tu écoutes du stand-up? Est-ce que tu écoutes des comédies? Est-ce que c'est un truc... Ces temps-ci, oui.
Mais Oui, généralement... des Bill Burr, des Bill Burr, ouais. j'adore. Non, il y en a des excellents maintenant. On dirait que, je sais pas, tout avec le temps, là, je sais pas, l'humour se raffine, les stand-up sont rendus forts. Même au Québec, il y a du monde incroyable. Vraiment. Non, j'en consomme plus maintenant qu'avant, mettons. OK. Avant, j'étais moins consommateur de ça. Tu t'es vraiment pris une distance face à ça. Ouais. Puis même quand tu écrivais de l'humour, est-ce que t'en regardais ou tu faisais... Parce qu'il y a bien des humoristes j'en connais qui en écoutent pas. Parce qu'ils veulent pas... Ils ont peur d'aller prendre un pli. Des fois c'est inconsciemment, même, tu voles une joke sans même... Des fois, sans même le vouloir, là. C'est juste, tu réécris une joke que tu as entendue, qui a déjà été faite. Ça, c'est le cauchemar, là. Ouais. Mais t'en écoutais ou... Au tout début, oui, je suis venu au monde avec Ding et Dong, puis Daniel Lemire, puis comme ben du monde, mais c'est à partir de... Tu sais, j'écrivais beaucoup dans l'absurde, puis dans ce style-là. Mais ouais, j'en écoutais, normal, là. Ouais. Mais là, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, t'as écrit beaucoup. Est-ce que tu dirais que t'as écrit plus que t'as réalisé à date? Non, je pense que maintenant T'as plus réalisé qu'écrit. J'ai dépassé. Ouais, je suis rendu que l'écriture. Ouais. Parfait. Ouais. Mais quand même, tu écris encore un truc d'animation. Tu sais, je veux dire, tu te promènes encore un peu dans tous ces univers-là. Depuis que je fais ce métier-là, en tout cas depuis 20 ans, je pense que la moitié de mes années, j'ai une moitié d'année réalisateur puis j'ai une moitié d'année auteur. Je développe des projets. Parce que j'ai fait comme un projet par année depuis... depuis un bout, là, ça roule. Mais ça me laisse beaucoup de temps dans l'année, ça. On tourne un 3 mois, on monte un autre 3. Ouais. Ben, le reste de l'année, j'écris, puis ouais. C'est quoi que t'aimes le plus? Parce qu'il doit y avoir une paix dans l'écriture, quand même. J'ai besoin des deux, vraiment. Mais ça m'a tellement fait de bien, moi, personnellement, de commencer à réaliser, travailler en équipe, ouvrir, travailler avec d'autres, l'échange. Sauf que tellement réaliser, oui, mais c'est tellement des problèmes. Tu sais, c'est juste des problèmes. Il y a tellement de gens à gérer, tout ça, alors que quand tu écris, ben là, tu es dans ta tête, tu t'amuses. Mais pour toi, c'est quand même... C'est tout le plaisir et il est juste différent. Il y a beaucoup de... C'est pas si fun d'écrire non plus. C'est comme difficile, c'est comme confrontant. Ben, les premiers gestes, on dirait qu'ils sont faciles, ça va bien, mais après ça, c'est la réécriture, les problèmes de structure, des fois, c'est difficile d'écrire des personnages plus intelligents que nous. J'écris une scène, c'est le Dalai Lama qui rencontre Uber Eats, OK? C'est super bon. Puis là, OK, à cette heure, écris-les la scène. Non, mais des fois, c'est complexe. Il faut que tu fasses de la recherche. C'est ça. Là, je travaille en ce moment sur 3 scénarios en parallèle. Puis, il y a des... C'est ça, je me mets dans... Comme scénariste ou comme co-scénariste? Vraiment... Il y en a un que c'est tout seul, puis il y en a 2 que c'est en co-écriture. T'aimes ça, la co-écriture? Ben, j'aime bien ça, la co-écriture. Ouais. Le ping-pong, ouais. On dirait qu'on bloque un peu moins, puis l'autre apporte sa vision. Ça te fait avancer aussi. Je sais pas, on reste moins sur une mauvaise idée ou un mauvais flash. Ouais, puis c'est de se trouver des bons partners. C'est toujours ça l'idée aussi. Là, c'est pas évident. La même vision que toi. Là, je suis en train d'écrire un projet avec Suzy Bouchard que tu rencontres dans quelques jours. Oui, ben que j'adore. Très formidable. Je parlais tantôt des nouveaux stand-up auteurs impressionnants. Puis Suzy, pour moi, je trouve incroyable. Mais t'es allé le voir son show. Il est parfait. J'arrête pas de dire à tout le monde, à mes étudiants à l'université, à mes amis, je suis comme, allez voir Suzy Bouchard parce que vous allez être dans les premiers à pouvoir dire, je l'ai vu quand ça débutait cette affaire-là. Mais bon. Mais c'est cool, vous écrivez ensemble, ça c'est super trippant. Puis d'autres personnes avec qui t'écris, peux-tu la nommer ou t'as pas le droit? Ben j'ai le droit. J'ai écrit un film avec Steve Laplante. OK, cool. Oui. Ah ouais? Oui. OK, c'est-tu sa première fois qu'il se lance? Il a fait du théâtre, mais en film, je sais pas. Il me semble que oui. OK. Mais c'est des expériences humaines aussi. C'est avec qui tu as envie de passer, prendre 2000 cafés. Oh, il y a ça aussi, là. C'est genre, faut que la route soit intéressante, tu sais, aussi. Là, c'est pas... Puis Steve, je l'ai connu sur Fait divers. OK.
Puis c'est comme ça, c'est 3. c'est à ce moment-là que vous avez comme cliqué, que ça fait... Ouais, j'ai vraiment aimé travailler avec ce gars-là. OK. Puis non, j'ai eu un flash l'an dernier que j'ai proposé à une productrice, puis elle a trippé. Puis elle m'a demandé avec qui tu voudrais écrire ça. Puis j'ai pensé tout de suite à Steve. Puis on l'a contacté, puis Wow. il est embarqué. Fait que là, on se voit depuis ce temps-là. Là, on a un synopsis bien trippant. J'entends des nouvelles. OK. On s'en reparle. OK. On s'en reparle maintenant. J'aime bien que depuis tantôt, qu'il faut que tu dis le mot crunchy. Parce que c'est quand même quelque chose qui est présent ben gros dans tes projets en ce moment. Cette idée de crunchy, là, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Comment D'où c'est. ça Comment... vient, Oui, ben ça, c'est. Est-ce que c'est. Clairement, il doit y avoir de quoi avec tes préférences cinématographiques. Les films que t'aimes ou que t'admires doivent avoir sûrement ces éléments-là. Ouais. Dans le mot crunchy, pour moi, il y a aussi un mot, il y a quand même un peu de malaise Ouais. qui est présent. Ouais. Dans le crunchy, il y a la peur. Ouais. Il y a du doute. Et il y a aussi un brin d'humour, un petit sourire en coin qui est présent. Complètement. Tu décris très bien les projets qui m'allument, qui m'intéressent à regarder et à faire. Oui, oui, c'est ça. Ils ont tous un peu ça. Ouais, Et c'est ça. Est-ce que c'est pour toi, c'est un peu ça la signature? En même temps, tu sais, je sais que tu peux réaliser un paquet d'affaires, tu peux réaliser tout, mais est-ce que c'est un peu la signature que tu aimes avoir? Qui est peut-être plus forte que moi aussi, là. Mais c'est Okay. c'est ce que je suis, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me fait vibrer aussi. Oui, vraiment, vraiment. Puis si ça touche pas à ça, on dirait que je m'ennuie un peu ou c'est trop léger ou j'ai besoin de cette peur-là, de cette fébrilité-là, de cette... Mais le léger, c'est pas ta spécialité. Quand on regarde ta feuille de route... En même temps, on m'a proposé toutes les comédies en ville, mais je rajoute comme lâcher prise, mettons. Ouais. Ça fitait bien avec moi. Parce on rit, mais il y a quelque chose qui fait mal en dessous. Ouais. Tu sais, il y avait comme c'est une série feel good sur le burn-out et la dépression. Puis je pense qu'on riait beaucoup, mais il y avait cette tendresse, il y avait cette espèce de mal de vivre là, il y avait cette... Ça me rejoint. J'aime ça jouer dans ces... Ouais, dans ces eaux-là. Est-ce que, justement, tu sais, il y a un peu d'horreur aussi, quand même, dans un certain sens, là, avec voyons, là, je suis avec Patrick. Patrick Sénégal, oui. Oui, qui est là. Est-ce que du vrai gros cinéma d'horreur, tu sais, un vrai film d'horreur? Parce qu'au Québec, on n'est pas trop fan de faire ce genre de truc-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui tenterait? Il me semble pas slasher, là, pas trop graphique, mais j'aime bien le horreur psychologique. Tu sais. Un des films qui m'a marqué quand j'étais petit, à la Maison des Jeunes de Saint-Augustin de Desmaures. C'est Psycho. Psycho 2. Ouais. Psycho 2, là, moi, ça a été une révélation. C'est comme, j'avais pas vu le 1. J'ai vu... Non, j'avais comme 13 ans. Puis là, ils présentent ça avec la VHS, ils partent ça. Puis genre, oh my God! Ce personnage-là, tortueux. C'est vraiment... C'est bête, mais je l'ai pas vu, tu sais. Parce que Psycho, ils en ont fait 4. Ouais. Je pense moi, je l'ai vu 25 fois. Mais ça, c'est Norman Bates encore. Norman Bates encore qui revient après avoir été à l'Institut psychiatrique, là, qu'on lui donne, on lui redonne une chance dans la vie. On lui donne un congé. Puis là, il retourne à son hôtel. Mais c'est vraiment bien foutu. Puis c'est... Tu sais plus trop, y es-tu fou? Y a-tu des gens qui veulent essayer de le rendre fou? Puis en tout cas, c'est... Mais quand t'as vu Psycho, super. le 1, j'allais dire 1, mais Psycho, l'original, le premier, tu devais triper ben raide après de voir le... Moi, je l'ai vu pas mal plus tard, mais... T'as vraiment vécu un prequel de l'affaire. Le prequel qui a été fait, là. Fait par monsieur Hitch quelque chose. Non, ça a été... Ben, c'est ça. Fait que ça, c'était une révélation, OK. Tout ça pour dire que l'horreur psychologique, ça me plaît beaucoup. J'aime ça quand c'est par en dessous, quand c'est très humain. Ouais. Intense. Ça me plaît. Ben, le cinéma d'horreur, aujourd'hui, moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un des cinémas les plus créatifs dans le milieu, là. Tu sais, je sais pas, t'as-tu vu dernièrement Barbarians?
Barbarians, ouais, c'est très cool. Super bien fait, tu sais. C'est Ouais. le fun. C'est pas si compliqué que ça non plus à réaliser, tu sais. J'ai bien aimé Hereditary, Tout ce que Saint monsieur... Maud, tout ce qui touche... A24 un peu là, dans A24, hein. Ils font des vraiment belles choses dans ce style beaucoup. C'est le fun parce que même les jeunes qui trippent cinéma, tu parles avec eux, tu fais « Ah, toi, t'aimes écouter quoi? » Ils disent « Ben, n'importe quoi de A24. » Moi, les jeunes tripleux de cinéma, là. Ouais. Ils jurent par ce nom-là. Maintenant, ils voient ça apparaître, ils font « Ah, ben, ça doit être un bon... C'est sûr que c'est un bon film. » Ou du moins, il y a une proposition, tu sais. Ouais. Ça, c'est cool. C'est très cool. Qu'il y a une compagnie qui a réussi à établir ce nom-là. Ils sont synonymes clairement. de ça. Ouais. Tu sais, il n'y en a pas... maintenant, tu vois Paramount qui affiche, tu fais... Ah non, c'est dur maintenant, le sais pas cinéma qu'est-ce qui va en se général. passer. Là. Ah non. Hey, on les cherche, les bons films. Tu capotes ça un peu avec la crise du cinéma? Je capote. Mais j'ai peur vraiment pour le cinéma mondial, même. Mon Dieu. En tout cas, Mondial dans le sens... les super-héros, ça a tué... tous les budgets s'en vont juste dans le super-héros, puis la grosse recette, puis c'est populaire. Hein. Puis mon Dieu, que c'est ennuyant, puis j'ai hâte que ça soit fini, mais on dirait que ça arrêtera. Si je comprends bien, t'es pas un gars de super-héros. Non. C'est pas ton truc. Non. Ouais, je comprends. Non, c'est trop déconnecté, c'est trop... C'est trop gros, c'est trop... Moi, mon problème avec le super-héros, c'est que visuellement, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, mettons, il y a des scènes d'action et le niveau... Puis j'en parlais avec un ami qui est dans le milieu du jeu vidéo, il dit « Ah ouais, mais il dit ça, c'est pour les gens qui jouent à des jeux vidéo, qui sont habitués à ce genre d'affaires, à ce genre d'image-là. » Puis moi, j'arrive pas à comprendre. Tu sais, mettons, il y a une scène de combat, je sais pas qui vient de donner un coup de poing. Ça va... C'est trop vite, c'est trop... j'ai trop d'informations. Les Transformers, c'est la chose la plus pas écoutable du monde. Oh, tu sais. mon Dieu. C'est vraiment tough. Mais par contre, j'allais voir Avatar 2. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je sais, mais c'est les mêmes outils, mais là, fait par le plus grand chef, là. Puis pas avec ça, je veux dire, puis qui est aussi, le grand chef est fidèle à son vieux modèle, là, tu sais, de raconter une histoire. Mon Dieu, je pleurais à la fin. D'une façon visuellement belle, là, tu sais. Moi, j'étais allé avec mes filles, toi, puis on a eu du fun, là. Ouais. C'était le fun. Mais la dernière partie, l'action, le suspense, c'est regardable. C'est regardable. Tu comprends? Oui, ça fait mal, là. C'est comme ça, pas de bon sens. Non, c'est ça. Fait que ça peut être bien fait, mais on dirait qu'ils font des séries insupportables et sans... Mais toi, là, justement, bon, peut-être ce projet de film d'animation, tu travailles sur d'autres scénarios que tu coécris, mais t'as encore, malgré la crise du cinéma, t'as encore ce désir de cinéma qui est tout le temps là. On essaie de nourrir... Mon Dieu, ça serait tellement triste de perdre le cinéma, que le cinéma n'existe plus. Je peux pas imaginer ça. Je suis un peu nostalgique de... Ouais. Mais mon Dieu, je veux mettre mes efforts à poursuivre ça. Je sais qu'on a des bonnes TV à la maison puis qu'on peut regarder ça chez nous. Puis déjà là, écoute le nombre de parents. Tu sais, moi, je le vois parce que là, ces temps-ci, mes filles vont jouer chez des amis. Bon, des fois, je vais chez les amis de mes filles et ils ont simplement pas de télé. Ils n'ont pas de télévision. Tu sais, maintenant, on dit, les gens de TV, attention, les gens n'ont plus de télé. Les gens regardent des trucs sur leur laptop s'ils veulent regarder un film. Tu sais, c'est... Mais écoute, comment ça s'appelle l'espèce de Christopher Nolan que j'ai vu l'autre fois, un petit gars dans le métro qui écoutait Dunkirk? Dunkirk, c'est ça, l'espèce de film de guerre complètement cinéma pour IMAX. Il checkait sur son cell, tu sais, dans le métro. Mon Dieu, ben oui. Mais je suis découragé. Mais tu y vas encore au cinéma, toi. Là, j'ai un petit garçon. C'est plus tough. C'est une passe plus tough pour ça. C'est plus dur y aller, mais j'aime encore ça me retrouver dans une salle. L'odeur, je sais pas, d'être là, dans le bulle, focus sur une histoire. Fait qu'il faut pas trop se tromper dans nos choix de films parce que quand on y va pas souvent. Exact. Non. Ça, je suis d'accord. Mais tu sais, je dis ça aussi parce que tu as fait beaucoup de télévision. Puis tu sais, la télésérie aujourd'hui, c'est peut-être le style, j'ose dire cinématographique, qui est le plus consommé, le plus apprécié en ce moment. Les gens la grande série là, la grande série, c'est ça. Qui font plus télé cheap. Là. Mais on est rendu là, puis même au Québec, on commence à avoir des séries, tu sais, qui sont assez majeures pour ça, et que les gens s'attachent. Les gens s'attachent tellement aux personnages, on va tellement loin dans la psychologie, dans les détails. C'est l'avantage de la série, c'est vrai.
Puis en même temps, c'est quand même le fun. Écoute, le nombre de fois que je fais des rencontres comme ça, je suis comme, qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Les gens nomment rarement des films. Ils vont nommer des séries, ils vont nommer... puis c'est un contrat, une série, là. C'est un contrat, là. T'en parles de cette série? Là, je vais te donner des heures à cette série-là. Je les offre, là. Je vais me plonger, puis je vais te donner tout pour en tout cas, baigner là-dedans. Oui. Toi, t'en écoutes-tu? Oui, j'en écoute pas mal. Quand même? Ben oui. Mon dernier coup de cœur, c'était Flashman is in Trouble. T'as-tu regardé finalement? Non! Oh mon Dieu, avec J.C. Eisenberg et Claire Danes. Mais là, je sais bien écrit, bien je sais que c'est là. Fou. Ah ouais, hein? Je recommande. OK. Chaudement. Mais Claire Danes, j'aime bien Claire Danes. Elle est très bonne. Mais humour juif, intelligent, bien tricoté. New York, incroyable. C'est cool, ça. OK. Tout ça, le côté artistique, tu viens de Québec, tu le disais tantôt. T'es jeune, t'as commencé à écrire, tout ça, mais il doit avoir une origine. T'as-tu eu quelqu'un qui t'a guidé? T'as-tu un mentor? Ou c'est vraiment quelque chose que t'as comme pris par toi-même? Pas mal pris par moi-même. Okay. C'est ça la phrase. Je me suis... non, ça m'a intéressé très jeune. La lecture, la bande dessinée, là, après ça, les romans... Puis même dans la réalisation, plus tard, d'abord même quand tu étais à la course, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a comme aidé à voir? Parce que tu sais, faut quand même le mentionner, on est d'une génération que nous, on n'a pas eu des tutoriels sur YouTube pour comprendre comment ça marche une caméra, ou bien avoir des entrevues extraordinaires de réalisateurs pour savoir comment faire tel plan. Ça n'existait pas, ces affaires-là. Fallait gosser, essayer, se tromper, beaucoup se tromper. Ouais. Il y avait quelques manuels peut-être qui traînaient ici, mais souvent il y avait aussi cet échange avec des gens directement. Parce que je me dis sûrement qu'il devait peut-être avoir des gens que tu as croisés qui t'ont tantôt tu nommais Pierre Huet qui a eu une chance, mais est-ce qu'il y en avait dans le milieu du cinéma? Mais pour donner les conseils puis t'accompagner, pas vraiment. Je pense plus autodidacte puis à lire plein de magazines et de... Ah ouais, OK, vraiment. Oui. Puis tu y vas d'instinct, puis c'est ça. Ça vient de... Oui, c'est en regardant. C'est en regardant d'abord. T'apprends en regardant, puis t'essaies de un peu... comment on dit ça? En tout cas, t'essaies de prendre du style d'un puis de l'autre, puis d'essayer de faire ton propre style à partir de ça. Ouais. Émuler les styles. C'est ça, les mots. Mais voilà, c'est ça. Non, ça... Qu'est-ce que j'ai fait au début, quand on m'a offert en quarantaine puis que j'étais en panique? J'étais allé luncher avec Louis Choquette. OK. Puis j'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Puis il m'a dit, calme-toi, mange ta soupe. Non, mais il m'a dit, tu peux toujours t'en sortir avec champ contre champ, plan large. Ah! C'est ça qu'il t'a dit? Il dit, OK. Ça, c'est l'ABC. Tu mets ça dans ta poche, là? Oh mon Dieu, OK. Fait que tu peux... Cherche une idée folle, nouvelle, et pour réinventer la télé à chaque fois, mais tu peux aussi t'en sortir en faisant plan sur la personne A, plan sur la personne B, et un large. Tu vas pouvoir monter ta scène, puis mon Dieu, mais oui, et ça sert quand même très souvent. Très bon conseil. Dans le doute, puis tu sais pas tout. Hey, en fait-tu un champ contre un champ plan large? Fait que voilà, je conseille ça à tout le monde à la maison qui veulent amorcer une carrière en réalisation. Champ contre champ, plan large. Ça, c'est c'est un pas pire tu vois, tu t'en souviens encore quand même de ce conseil-là. Ça m'a marqué. OK. Mon Dieu, ça... J'avais pas Puis pensé. il m'a dit, fais confiance à tes acteurs. Ils sont tous l'encyclopédie de leurs personnages. Ils connaissent mieux leurs personnages que toi. Parce qu'ils ont regardé, ils ont lu l'histoire par rapport à l'angle de leur personnage. Ils savent d'où ils viennent, d'où ils s'en vont. Ils vont t'amener dans des endroits que tu auras même pour soupçonner. Fait que fais confiance à tes acteurs, puis voilà, amuse-toi. C'est un super conseil, ça aussi. Ouais, c'est super, hein? Notez ça à la maison. Ben oui, pour ceux qui veulent commencer tout d'un coup à faire des trucs. Je me souviens quelques années, t'étais parti un petit voyage à LA, explorer, voir c'est quoi cette affaire-là. Ouais. Ça a-tu été cool? C'était cool... personnellement, parce que j'ai fait des amis là-bas. T'as rencontré des gens? Ouais, il y avait des gens du milieu d'ici qui étaient là-bas, puis qu'on m'ont présenté à des gens qui sont des grands potes. Mais j'avais des envies d'Hollywood, bien sûr. Comme, je pense, bien du monde. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse zéro d'aller là. Est-ce que c'est suite à ça, ou c'est avec
Avec le temps qui passe, puis ce qu'on lit, qu'est-ce qui se passe? C'est avec des rencontres. On dirait que c'est une ville qui rend fou un peu. T'es souvent ghosté. T'as l'impression d'avoir fait des rencontres super. Hey, je te rappelle demain, non, puis après ça, plus de nouvelles pendant 3 ans. C'est tellement ça, là. Puis, donc, les gens qui vivent là-bas et qui essayent de tracer leur route, là, c'est tough. Ah non, on te book pas. OK, on te rencontre jeudi. Oui, j'ai hâte de te rencontrer. Ça va être super. Jeudi, 11h. On te déplace 4 fois. Puis après ça, hey, on se reverra la prochaine fois que tu viendras. Ah, OK. Fait qu'il y a plein de trucs. Ça devient... Il y a un producteur à LA qui m'a fait... qui avait lu un court-métrage que je voulais faire en anglais. Puis il m'a dit, je vais le faire avec toi. Je vais t'aider. C'est extraordinaire. Puis on se rencontre, on parle de tous les détails, on pourrait tourner ça en février. Telle actrice, on pourrait la contacter. Ouais, parfait. Il est super allumé, c'est extraordinaire. Je pars de là, j'étais high, là. Puis là, après ça, je demande à mon agent de checker ça. Plus de nouvelles, jamais. Rien. Ghosté. Il n'y a pas moyen de reparler à ce gars-là. Donc, le fait que là, je le texte, pas de nouvelles. Non, ça rend fou, là. Puis là, c'est une espèce de Kafka parce que, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai dit avec mon anglais poche, je l'ai-tu insulté? Je sais pas. Non, mais t'en reviens à, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Fait que c'est vraiment démotivant. Et, en plus, moi, j'ai des chums, justement, dans les chums que j'ai rencontrés, des gens qui sont rendus à faire un film avec un studio. Ça te prend tout pour te rendre à ce niveau-là, de réussir à convaincre des studios de te faire confiance. Et t'es rendu là et tu peux rien décider. C'est tout un comité, t'as des producteurs qui vont tout décider. Mes chums ont fait Pet Sematary, le remake. Qui ont tourné ici. Qui est sorti, puis qui est sorti, c'est quoi, il y a 1 an ou 2, je pense? C'était un cauchemar pour eux autres. Et tu décides, on veut se tourner dans cette maison-là. Non, ça va être à cette maison-là. Puis, on faisait ce chat-là. Non, on va être ce chat-là. C'est comme une grosse pub, là. C'est comme une grosse pub plate, là. Puis là, tu te fais imposer tout. Tu te fais imposer tout. Fait que là, on va te chercher par ta signature parce que tu t'as fait un petit film à 100 000 $, incroyable. Puis là, on dit, quel talent. On vient te chercher, on te donne un budget, mais là, tu peux rien décider. Bon, en tout cas, tu décides des détails, puis tout, mais vraiment, on veut plus ta signature, vraiment. Wow. Alors que moi, ici, j'ai une liberté quasi totale. Je me sens respecté. J'ai pas toujours un... On dit, Steven Soderbergh dit, il y a beaucoup de monde qui viennent péter dans la cuisine. C'est ça, mais ici, il n'y a pas tant de monde qui viennent péter dans la cuisine. Je me sens vraiment libre. Je sens qu'on respecte, qu'on m'encourage à aller loin dans ma vision et tout. Puis, tu sais, je suis bien, j'ai des super producteurs. Puis, mais c'est quand même très cool, ça, que t'aies vu ça là-bas, puis que t'aies compris que c'est cette culture-là, puis tes chums, c'est triste pour tes chums avec Pet Sematary. Mais c'est sûr qu'il y a une petite clique, tu sais, de Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée faisait partie de ça. La petite clique en haut, qu'eux autres, je pense qu'ils ont Ils ont réussi à aller là, puis ils maintiennent. T'sais. Mais eux autres sont dans les choyés, ouais. Puis même eux autres, je suis sûr qu'ils doivent aussi se faire imposer une fois de temps en temps des affaires. C'est sûr. On a tel budget. 95% du monde, c'est t'es comme un exécutant, puis genre, fais ça. Sans parler des castings, les contrats de casting, il faut que cet acteur-là joue, cette actrice-là. Donc, il faudrait que. Donc, tu peux pas. C'est tough. Moi, ça m'intéresserait plus d'aller en France, justement. Là-bas, il y a un respect du réalisateur, du créateur. Puis en tout cas, en ce moment, je développe certains trucs là-bas, puis ça se passe super bien. Je me sens à ma place. Non, puis la culture cinématographique encore là-bas est assez respectée. Les gens vont beaucoup voir leurs films. C'est quand même... Ils aiment les films français. Les Français aiment leurs films. Donc, c'est quand même un truc cool. Puis, parallèlement à ça, je trouve ça intéressant. Un art que tu ne pratiques pas puis que je sais dont tu es extrêmement amoureux, puis je trouve que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on est devenus un peu copains, c'est la musique. Oui. T'es un grand amoureux de musique. J'écoute beaucoup de musique, je cherche de la musique, je constamment. Puis tu me fais découvrir un paquet d'affaires que tu m'envoyais. Tu connais tout ça, J'étais comme, comment il fait pour avoir tant de temps puis de trouver, mais tu sais, souvent c'est quelque chose que je remarque sur les gens qui écrivent, tout le monde en scénarisation écoute extrêmement beaucoup de musique, souvent, et cherche
des ambiances sonores. Ouais, pour s'aider, pour rentrer dans des atmosphères, dans des moods. C'est un bel outil, c'est sûr. Puis dans mes séries, la musique prend beaucoup de place aussi. Oui, parce que c'est tellement... ça nous amène dans une zone, dans un... Tu sais, avant le crash, c'est beaucoup... Pour moi, c'est un trailer existentiel, mais j'ai de la musique qui nous porte à... T'as l'impression que l'avenir du monde se joue là. Mais parlons-en un peu ça de ta relation musicale justement avec les séries. Dans ce temps-là, t'as un conseiller musical qui t'amène des trucs ou des fois ça t'arrive... Non, toi t'arrives, tu fais... Moi, j'arrive avec ma boîte de 8 tracks. Puis, OK, parce que tu sais, quand même, dans cette industrie-là, il y a des gens qui vont dire voilà un catalogue. Moi, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des trucs, puis de faire plus tard pour dire ce bout-là musical a été vendu pour tel ça. Il y a des dealers de musique comme ça. Il y a des banques de musique. Si on cherche des musiques. Ouais, ça peut arriver qu'on fasse affaire avec eux, mais c'est pas eux qui vont venir en amont. Pour me guider ou me conseiller sur le ton de la musique ou le style pour cette série-là. Moi, quand on m'approche pour une série, je me mets à réfléchir à cette série-là, puis quelle est la musique qui va porter ça, qui va être la... Fait que je fouille dans des compositeurs, des soundtracks, je fouille pour trouver le ton juste. Wow. Pour guider après ça mon musicien qui ces dernières années, c'est Jonathan Caillé avec qui je travaille, qui est un grand pianiste de jazz et un pro des machines et tout. Puis là, j'ai fait jouer un peu ce que j'entends. Puis après ça, lui va partir avec ça, va commencer. J'aime ça quand le musicien travaille en amont, avant que j'aille tourner, pour avoir déjà des musiques. Ah oui, tu fais ça comme ça, toi? Maintenant, oui. Wow! Parce que ça aide aussi les monteurs. Ils vont les utiliser en montage sur les scènes. Parce que le montage commence, nous à la journée numéro 4 là, de tournage. Là. On n'attend pas à la fin pour monter. Puis là, eux peuvent monter avec... Puis on ne s'attachera pas à Yann Zimmer. On va s'attacher à la musique, de notre musique. Ce qui est bien mieux, en fait. Ben oui, ce qui est bien mieux. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, à titre d'exercice au moins, d'essayer de tourner en mettant la muse sur le plateau? Xavier Dolan le fait beaucoup. J'admire ça. J'oublie de faire ça, mais je trouve que c'est vraiment le fun. Mais ça une force à refaire le son après, par exemple. Ça, c'est tough. Mais l'as-tu déjà essayé? Je l'ai essayé quelques fois, mais tu me fais penser, je vais me prendre une note, mais je vais demander d'avoir un petit speaker puis une façon de procéder pour pouvoir le faire davantage sur le plateau. Ça doit tellement être agréable. À voir, tu sais, à faire action, voir, ça bouge, puis en même temps, t'as ta musique. On pourrait faire pour la... Tu le répètes une fois, puis on le laisse avec la musique, ou on se fait une take avec la musique qui vient nous... C'est sûr que ça porte les acteurs, c'est sûr que ça les aide à rentrer dans le zone. Une take répétition, et ensuite tu l'enlèves, puis ils savent déjà qu'émotionnellement, il faut qu'ils en donnent, qu'ils poussent un peu plus, parce que la musique va aller là, ou je sais pas. Oui. Faut trouver où l'utiliser, mais oui, j'aimerais beaucoup l'utiliser plus. Je l'ai fait, mais pas... Ça m'excite beaucoup de faire ça. Ah ouais, hein? Ouais, j'aime ça. Ah, c'est cool, ça. Écoute, cher ami, nous, on va se lancer parce que ça, je suis très curieux d'entendre tes suggestions culturelles. Alors, on va aller à la prescription. OK. Alors, je t'écoute. Ben là, mon Dieu, c'est stressant. C'est pas stressant! Hey, non, je voulais te parler... je sais pas si tu as vu le film Orange sanguine. Non. Yes! Et j'en ai même littéralement pas entendu c'est parler. Extraordinaire. Non, dans mon j'aime toujours fouiller pour trouver la perle pas connue. Non, c'est une comédie française. Okay. C'est la nouvelle vague de la comédie française. Et c'est drôle, dark, acteur hallucinant. Plusieurs qu'on connaît, là. OK. Il y a Denis Polarides, Blanche Cardin, là-dedans, un petit rôle. Blanche Cardin, ah ouais. Mais il y a plein...
C'est un choc. C'est le jeu comique français son meilleur. Là, on aime ça quand ils sont en forme. Puis c'est un mélange impro puis structure. Puis, mais c'est fort. C'est un gars de théâtre qui a fait ce film-là. C'est Jean-Christophe Meurice. Okay. C'est un film sorti en 2021. Okay. C'est moderne, humain, weird. Et ça bascule dans le très dark. OK. La première partie est drôle. Et à un moment donné, ça fait un peu mal après. On rit jusqu'à ce qu'on rit plus. Okay. C'est grinçant. C'est encore ça parle politique aussi, mais c'est cynique et magnifique. Puis en plus, il est disponible sur Prime Video. Si vous êtes abonné. Ça s'appelle Bloody Orange, c'est ça? Ouais. Je pense que oui. Ben non, Orange Sanguine, son écrit Orange Sanguine, il apparaît. Il est sur Apple TV, vous pouvez le louer à 2,99. Oh mon Dieu! Alors, il est trouvable, ce film. C'est pas... Et il fait, hélas, partie de ces fameux films qui ont subi un peu la pandémie. Hein. Donc, c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on... Je pense que c'est une des raisons pourquoi on n'en a pas vraiment entendu parler. Mais super, c'est noté. Mais regardez ça. Écrivez-moi. C'est amusant. Vous avez... Attends, tu sais quoi? Je vais quand même lire le petit synopsis. Il est quand même intéressant. Il est très drôle. Un couple de retraités désargentés compte sur une compétition de rock pour assurer leurs échanges. Un ministre des Finances est inquiet que la presse découvre qu'il possède des comptes à l'étranger. Une adolescente semble redouter sa première expérience sexuelle. 3 histoires qui pourraient mal finir. Et ça va dans tous ces sens-là. En tout cas, regarde, voilà le synopsis. On suit film choral un peu, mais une chorale baryton. Excellent. Non, gros fun. Super. Il y a le côté musique. Connais-tu Get Well Soon, sûrement? Soon. Je suis un peu gêné de dire que je sais pas c'est quoi. Un gars qui s'appelle Konstantin Gropper. Okay. C'est un genre de crooner allemand. C'est comme de la chanson classique, mais c'est du Frank Sinatra sur l'ecstasy ou sur la moche. Non, c'est les orfèvres de la pop germanique que j'ai lu quelque part. Mais moderne, dark, poétique, mélodiquement solide et riche. C'est un petit orchestre, il y a violon, trompette, guitare, drum. Puis c'est des super productions, là, ça lève, là. Okay. Nick Cave, Portishead dans le style. OK, donc un peu trip-hop par moment. Mais on dirait que c'est de la grosse chanson classique plus jazzée un peu. OK. C'est quasiment, mais Portishead, mais tu sais, avec l'orchestre, quand il y avait leur orchestre. Le petit orchestre symphonique. C'est un peu ce feel-là. OK. Je vous recommande l'album Vexation. Puis The Horror aussi. OK. Mais il y a une voix très classique, très grande chanson. Voilà, la Nick Cave un peu, justement, t'as cité les Cave. Ouais, c'est ça. Mais avec des... Mais ça vire... Ça vire étrange. Inquiétant. OK. C'est vraiment super. Jamais entendu ça. Ben voilà, je me suis forcé, là. Hey, là, gars, ça fait 2 shots, deux affaires que je savais pas c'était quoi, là. C'est parfait, bon. Il y a un autre truc en musique. C'est une chanteuse qui s'appelle Mimosa H. C'est vraiment une voix riche, chargée d'émotions. Elle a un don phénoménal pour les mélodies originales. Elle vient du Kosovo, mais elle habite maintenant au Québec. Et je la suis, moi, de très intimement depuis 14 ans. C'est vraiment une artiste à connaître. Là, il y a du nouveau matériel qui s'en vient. Sérieux? Il y a un album qui est prêt. Il y a des tunes qui ont été produites par Damien Taylor. Qui a travaillé avec Arcade Fire, Björk, Céline Dion. Et moi, je trouve que, en tout cas, le nouveau matériel qu'elle fait avec Mathieu Dondurant, travaille avec elle en ce moment, ça sonne comme du Morchiba mélangé avec du Billie Eilish, avec une touche de Sheryl Crow. C'est écœurant. Je sais que les premiers trucs étaient plus dark. Là, ça s'en vient un petit peu plus pop, plus accessible. OK. Je sais pas, ça est dans une bonne passe. Puis elle continue à travailler cette musique-là... à travers on va quand même le mentionner, c'est ta douce. Oui, ok, ouais. C'est sûr, mais je l'aimerais pareil parce que c'est tellement talentueuse. Mais oui, c'est vrai qu'on est mariés depuis 14 ans. Et une fille formidable, elle est super cool. Puis elle fait déjà, en attendant, quand même, je conseillerais d'aller écouter déjà les autres choses qu'elle a faites, même si stylistiquement, comme tu dis, c'est pas la même chose. C'est le fun d'avoir la voix en tête. Ouais, puis les trucs, il y a des nouveaux trucs qui s'en viennent qui sont, comme je disais, plus accessibles, plus
plus pop, mais intelligent. Puis, ouais. Wow. Ouais. Donc, elle a Cool. réussi à travers la maternité, tout ça, continuer d'écrire des chansons. Ben non, c'est ça qui leur ralentit un Qui petit leur peu ralentit depuis un peu, 4 ouais, ans. ouais. Mais là, il y a Elle un repart. retour en force qui s'opère prochainement. C'est très cool. Yes. Excellent. T'as-tu d'autres choses? À part Mimosa H. T'as-tu un petit livre? T'es-tu tu lis-tu pas mal? Mon Dieu, j'en achète et ça s'empile dans mon bureau puis j'ai pas le temps de lire. T'as pas le temps. J'ai de la misère un peu, ouais, avec le... Ouais. À lire, je le trouver le temps pour lire, mais j'aime tellement ça. Ouais. Quand c'est ça. j'écris, je trouve que c'est bon de lire. Quand t'écris, on dirait que ça... Le cerveau... Mais là, t'es bientôt à l'âge, là. Quand ils commencent la maternelle, les Ouais. enfants, c'est le retour à la lecture. En septembre, je mets ouais, tu vas descendre la pile. Non, puis en plus, c'est ça qui est le fun, c'est que quand tu as ton enfant qui commence justement, l'enfant lui-même commence à apprendre à lire, ben, tu montres un peu l'exemple que là, c'est le temps de la lecture, puis là, ça devient une activité, puis ça devient quelque chose de cool. Ouais. Donc, Ouais. c'est normal que là, en ce moment, t'as pas le temps de lire. Puis la fatigue familiale aussi, n'empêche Ah que oui, c'est... mon Dieu, à 9h, on écoute-tu un demi-épisode Ah ouais, de Netflix? demi. Ah ouais, c'est le résumé Ouais. de ma vie dernièrement. Ouais. Mais cool. Puis sinon, dans les prochains projets qu'on peut te suivre, qu'est-ce qu'il y aurait? Quelques projets qu'on peut pas parler. Ça, on peut pas, Est-ce que là, on peut en parler? Ça, on peut pas parler. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut parler finalement. Ouais, mon Dieu. Mais il y a un film, probablement un film qui est en préparation qui serait tourné en France. OK, que tu irais faire cet été, là? Que j'irai faire dans un an et demi. OK, quand même. Puis une histoire que j'ai écrite. Puis sinon... Ça s'appelle Little Miss Darkness en ce moment. Le titre de travail, c'est Little Miss Darkness. OK, cool. Ouais. Puis sinon, ben là, les séries... La série va reprendre... va revenir quand à l'écran, finalement? En septembre. On commence la préparation. Je suis en casting cet après-midi. Oh mon Dieu! On commence à caster les nouveaux personnages. OK, c'est déjà tout écrit. C'est déjà... On reçoit le dernier épisode dans quelques jours. Là. Wow. Ils ont eu 5 ans pour écrire la première saison. Là, ils ont eu 5 mois à peu près. Mais c'est d'une qualité... Mais il était prêt. Il était sûrement prêt déjà. En voyant comment le succès de la série avait lieu, il devait déjà se préparer à ça. Ils connaissent les personnages. Maintenant, ils sont dans le bain. C'est qui ta gang encore qui écrit là-dessus? C'est Kim Lévesque-Lisotte et Éric Bruno. C'est les deux. C'est les deux, le couple, le power couple. Mais je pensais qu'il y avait une troisième personne avec eux. Non, c'est juste eux. C'est juste eux. Ouais. Je pense qu'au début, il avait travaillé avec Catherine Léger, c'est ça, je pense? Me semble, ouais. Mais là, ils sont là-dedans à temps plein. Non, ils sont là-dedans à temps plein. Vraiment, ils sont doués. C'est un couple parfait. Là. Ils sont adorables et talentueux. Et agréable à travailler aussi. Agréable à travailler, parce que ça aurait pu être difficile de diriger la personne qui a écrit le texte. Mais en effet. Quand Eric switch de disquette, il devient disponible, ouvert. Des fois, on peut modifier quelque chose sur le champ, puis c'est pas l'auteur qui va se braquer contre... c'est ça, il va pas trop mettre sa main dedans une fois rendu. Puis il y a un respect mutuel, puis on plonge, puis on avance, puis... Tu sais, j'allais te poser une question plate, mais je vais te la poser quand même. Mais tu sais, je pourrais te dire, c'est qui les grands acteurs, grandes actrices avec qui tu as du plaisir à tourner, mais tu tournes avec tellement tout le monde que ça doit être impossible d'imaginer d'avoir une liste là-dedans, parce que c'est comme hallucinant. Les mauvaises expériences sont très, très, très rares. Là. Non, c'est vraiment les gens qui sont là, qui sont choisis, sont... je sais pas, j'aime beaucoup le casting. Je trouve que c'est une étape cruciale. Quand tu fais un bon casting, c'est vraiment simple après. Puis mes derniers projets, les castings étaient parfaits, je trouve. Ouais. Fait que c'est ça roule tout ça. Puis c'est des belles énergies. T'as-tu des nouvelles, des nouveaux talents que tu aurais découvert au Katsu, par exemple, ou que là, que j'ai moins le temps d'aller. Ouais. J'aimerais ça travailler avec Evelyne Brochu dans un proche avenir, mais c'est mon rêve. Un jour. À part ça, Charlotte Gainsbourg, j'aimerais ça. Aussi, ouais. Des affaires de même, là, des petits rêves faciles. Susan Sarandon. Kate Blanchett. C'est ça, T'as-tu vu tard? Oui, j'ai adoré tard, mon Dieu. T'as-tu bon, hein? C'est vraiment extraordinaire. C'était Ouais. J'ai hâte de voir les Oscars. Qu'est-ce qui va se passer? T'écoutes ça encore, les Oscars? Ou... Oui. Ouais. Tu fais un pool? T'es-tu dans un pool avec des chums? Oui. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais j'aimais ça. Ah oui. Ça ajoute un petit stress. Des fois, c'est un peu plate quand même, ces soirées-là.
Ouais, quand même. Mais les galas sont un petit peu longs et plates, mais les poules rendent ça le fun. Oui. Ouais, je vais faire ça. C'est quand dans cette année? Je sais pas, dans 2-3 semaines. On s'écrit, on s'écrit. Exact. Hey, merci beaucoup. Attention à toi. T'es super. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.